Ils représentent plus de 70% de la surface de la Terre et sont notre premier puits de carbone. Les océans sont aujourd'hui en danger face au changement climatique. Et alors que la France accueille dans quelques jours une importante conférence des Nations Unies pour assurer leur préservation, on s'intéresse cette semaine à ceux qui tentent d'exploiter les mers et aggravent la situation. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Un océan de business, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, Terres rares minées. Désolé chers auditeurs, mais je vais encore commencer cet épisode en vous parlant de Donald Trump. Vous avez forcément suivi la guerre commerciale que le président des États-Unis mène à de très nombreux pays et entreprises, de quoi selon lui renforcer l'économie américaine. Et dans le viseur de Donald Trump, il y a évidemment la Chine. Donald Trump a annoncé faire une pause de 90 jours dans sa guerre commerciale en ramenant les droits de douane à 10% pour la plupart des pays, à l'exception de la Chine qui voit ses taxes être portées à 125% en réponse aux représailles de Pékin. En guise de riposte, Pékin a trouvé une arme fatale, les terres rares. Aujourd'hui indispensable dans la fabrication de beaucoup de produits technologiques, allant des batteries de voitures électriques et des téléphones aux équipements militaires, les Chinois en sont le principal fournisseur. Ils représentent près de 70% de la production mondiale et plus de 90% du raffinage. La Chine menace donc de couper le robinet à destination des États-Unis dans l'espoir de voir les droits de douane imposés par Trump se réduire. Le président américain est donc à la recherche de nouveaux approvisionnements. Il est prêt à creuser n'importe où, et notamment dans le fond des océans. Ce thème de l'exploitation des terres rares situées dans les fonds marins, il vous dit peut-être quelque chose. C'était en effet le sujet d'un épisode qui date de juillet 2023. Je suis allée le chercher dans notre armoire à archives. On va en avoir besoin aujourd'hui. Car en 2 ans, la situation a bien évolué. Pour en parler, j'ai fait à nouveau appel à Baptiste Langlois, journaliste au service climat de l'Express. Bonjour Baptiste. Bonjour Charlotte. Baptiste, je t'épargne pour commencer une définition, car ça n'a pas changé. Dans ce précédent épisode, on expliquait ce que sont ces métaux rares qu'on trouve dans les océans. Alors les nodules polymétalliques, on en trouve beaucoup et c'est une sorte de petits cailloux de la taille d'une pomme de terre. Ce sont des métaux en fait qui ont été agglomérés au fil des siècles, durant des millions d'années. Généralement, la formation, c'est un dépôt biologique de type carapace d'une espèce des grandes profondeurs ou bien une dent de requin. Et ce reste organique va former en fait un noyau sur lequel vont s'accumuler les différentes couches de sédiments. Et au fur et à mesure de ces millions d'années qui passent, il va y avoir un phénomène physico-chimique qui va agglomérer ces différents métaux entre eux. On y trouve du manganèse, du fer, du cuivre, du cobalt, du plomb, du zinc. Alors je me permets de compléter la définition. En plus de ces nodules polymétalliques, on peut ajouter les encroûtements cobaltifères, tout aussi anciens, qui contiennent des minerais similaires, et des sulfures polymétalliques, qui sont des sortes de cheminées de sources chaudes au fond des mers. On le sait, le problème des minerais, c'est qu'ils sont disponibles en quantité limitée sur Terre. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente dans nos océans ? La zone principale de ces ressources sous-marines, elle s'appelle Clarion-Clipperton, et elle est située dans l'océan Pacifique Nord, entre Hawaï et le Mexique. Elle fait 9 millions de kilomètres carrés. Là, les scientifiques du CNRS estiment qu'il y a 34 milliards de tonnes de nodules polymétalliques. Pour te donner une idée, c'est le triple des réserves terrestres mondiales de cobalt. Pour ce qui est des encroûtements, certaines estimations parlent d'une surface totale de 6,35 millions de kilomètres carrés, soit 1,7% de la surface des océans, c'est-à-dire 10 fois la France. C'est donc une quantité immense et un potentiel économique. Oui, le chiffre d'affaires annuel mondial de l'exploitation minière marine pourrait passer de 0 à 5 milliards d'euros dans les toutes prochaines années. Il pourrait atteindre jusqu'à 10 milliards d'euros d'ici 2030, et ça, ce sont les estimations de la Commission européenne. D'autant qu'on sait que les besoins de ces ressources minières vont augmenter. On connaît la course aux minerais qui a lieu aujourd'hui, et surtout, ces ressources au fond des océans sont très concentrées en minerais, ce qui augmente leur intérêt. Mais ce n'est pas aussi simple. Oui, je me souviens qu'on avait dit que ça coûtait très cher et que c'était techniquement assez compliqué d'aller chercher ces terres rares. Alors oui, il faut déjà aller déterminer les ressources avec des expéditions, parfois jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Avec des machines, on va passer sur le sol et ramasser à l'aide d'une sorte de pelle et d'aspirateur géant ces différents nodules. Un petit peu comme une récolte de patates, mais il faut faire le tri entre les cailloux avec les terres rares et les autres. Pour d'autres, il faut plutôt gratter le sol pour les récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres difficultés concernant ces nodules polymétalliques et autres encroûtements cobaltifères ? Oui, le dernier point, c'est que ces ressources-là ne se trouvent principalement que dans les eaux internationales, et à partir de là, ça se complique.
l'Autorité internationale des fonds marins. C'est elle qui gère les eaux internationales, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors des zones exclusives des États. Dans notre précédent épisode, on avait expliqué qui devait s'occuper de réguler l'exploitation des fonds marins. Il s'agit donc de l'AIFM. Alors Baptiste, depuis l'été 2023, est-ce qu'elle a avancé ? L'AIFM tente depuis 10 ans de produire un code minier, un règlement qui régirait ce qu'on appelle la zone, c'est-à-dire les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites des juridictions nationales. Pour le moment, elle n'a pas accordé de permis d'exploitation, on n'y fait que de l'exploration des fonds marins. Et si c'est aussi compliqué, on s'en doute, c'est parce qu'il y a des conséquences à cette exploitation des terres rares sous-marines. Oui, d'ailleurs il me semble qu'à l'époque du premier épisode sur le sujet, on n'avait pas trop d'informations. Tout à fait, on savait que leur récolte pouvait perturber l'écosystème, mais sans préciser à quel point, et notamment au passage de la machine qui les aspire. Ces machines, eh bien, tout simplement, elles passent sur le sol, elles ramassent, à l'aide d'une sorte de pelle et un aspirateur géant, ces différents nodules. Ensuite, eh bien, il y a tout un processus où on ramasse ces nodules, on les met dans un petit tas au fond de l'océan, et puis avec un autre aspirateur, on les fait remonter sur le bateau. Tout ça, ça produit quelques déchets qui sont rejetés via un autre tuyau à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Alors, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, Baptiste ? Alors oui, des scientifiques basés au Royaume-Uni ont cherché à évaluer les conséquences de l'extraction minière dans la zone de Clarion-Clipperton. Un test qui a été mené en 1979 avec une machine qui a raclé le fond marin en retirant les nodules. Les scientifiques ont étudié le site en 2023 et observé que les traces de cette activité étaient toujours bien visibles 44 ans plus tard. Ils ont observé des créatures plutôt petites et mobiles à l'intérieur de la zone d'extraction, mais les animaux plus gros qui se fixent sur le plancher océanique y étaient toujours très rares. Conclusion, les effets de l'extraction durent probablement de nombreuses décennies au moins, et un plein retour de la vie est peut-être impossible avec l'extraction des nodules qui servent d'habitat pour la vie marine. Ça, c'est pour la zone spécifique de Clarion-Clipperton. Est-ce qu'on a connaissance d'autres conséquences de l'extraction minière dans les océans ? Oui, dans une étude publiée en mars, des scientifiques de l'IFREMER, laboratoire français, ont alerté sur la présence d'espèces très sensibles dans 4 bassins du Pacifique Sud-Ouest. La publication a recensé 29 espèces qui étaient exclusivement présentes à cet endroit. En cas d'exploitation minière, on peut perdre tout un banc de biodiversité qui sera incapable de se restaurer. Dans la région, c'est très fragmenté. On a des espèces qui sont réduites à une très petite aire géographique. Donc globalement, on sait que ça peut venir perturber toute une faune et une flore très riches. D'autant que, je le rappelle, on ne connaît que 10% des océans, qui représentent pourtant 70% de notre planète. Et on découvre régulièrement de nouvelles espèces dans cette fameuse zone hors des eaux contrôlées par les États. Et puis au-delà de l'impact sur les écosystèmes, l'extraction pourrait aussi amplifier le changement climatique en perturbant le stockage de carbone au fond des océans, mais on manque encore largement de données sur le sujet. Cette extraction minière, Baptiste, j'imagine qu'elle sera largement abordée lors de la conférence des Nations Unies à Nice dans les prochains jours. Évidemment, c'est l'un des sujets clés. Une trentaine de nations, la France en tête, réclament un moratoire sur cette extraction en eau profonde, dans l'attente d'un solide consensus scientifique. Plusieurs pays s'inquiètent de voir l'AIFM finir à la hâte le code minier. Et si l'AIFM doit se dépêcher, c'est parce que la course s'accélère. De nombreux pays veulent leur part de ce gâteau minier des océans, et notamment les États-Unis d'un certain Donald Trump. Donald Trump assis derrière son bureau à la Maison-Blanche, qui appose son épaisse signature sur un décret. L'image est désormais devenue presque quotidienne. Le président américain multiplie les annonces qui font toutes plus réagir les unes que les autres, et il y a notamment eu celle-ci fin avril. Le président américain a signé un décret pour autoriser leur extraction à grande échelle dans les fonds océaniques. Alors, on connaissait son drill baby drill pour le pétrole et le gaz. Trump a un autre dicton. Alors, je vais t'épargner la phrase en anglais, mais en français, ça veut dire « si ce n'est pas cultivé, ce doit être extrait ». Et même si c'est au fond des océans. L'administration Trump s'intéresse donc aux fonds marins du Pacifique. Le texte demande au secrétaire au commerce Howard Lutnick d'accélérer l'examen des candidatures et la délivrance de permis d'exploration et d'extraction de minéraux au-delà des juridictions américaines. Donc dans des eaux où il faut des décisions collectives et internationales. Un haut responsable américain estime que l'initiative doit permettre de collecter jusqu'à 1 milliard de tonnes de matériaux en 10 ans. Le gouvernement Trump estime que l'extraction minière en eau profonde pourrait créer 100 000 emplois et augmenter de 300 milliards de dollars le PIB des États-Unis sur 10 ans toujours. L'ambition des États-Unis est évidemment de devancer la Chine dans ce domaine, sauf que l'ampleur des retombées économiques n'est pas si claire. Et donc Donald Trump fait tout cela sans autorisation de la fameuse AIFM. Oui, et ça a fait beaucoup réagir. Les Chinois d'abord, qui estiment que les États-Unis contournent le droit international. La France aussi, où la ministre chargée de la transition écologique et de la mer, Agnès Pannier-Runacher, a jugé qu'il s'agissait d'une forme de piraterie environnementale. Un des chercheurs que j'ai interrogé m'a dit que dans l'esprit de Donald Trump,
Les eaux internationales, en gros, c'est open bar. En fait, Washington se fiche un peu de l'AIFM, car les États-Unis n'ont pas signé la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ce qui laisse un flou juridique, un flou dans lequel s'est engouffrée une entreprise qui s'appelle TMC, dont vous aviez déjà parlé, je crois, dans l'épisode précédent. Tout à fait, The Metal Company, une entreprise canadienne. En juin 2021, il y a un petit État insulaire de Micronésie qui s'appelle Nauru, qui a déposé une demande de permis d'exploitation en association avec une compagnie minière canadienne qui s'appelle The Metals Company. TMC disait donc déjà il y a quelques années investir beaucoup et être prête à l'exploitation. Oui, et là elle a saisi l'opportunité offerte par Donald Trump avec qui elle négocie depuis plusieurs semaines déjà. Discrètement évidemment. Fin avril, elle a annoncé avoir déposé auprès des États-Unis la première demande d'exploitation minière dans les eaux internationales et justement dans la zone de Clarion-Clipperton dont on vient de parler. En dévoilant les négociations avec les équipes de Trump, elle contourne l'autorité internationale des fonds marins et la pousse à accélérer en disant, en gros, si un moratoire est décidé, on fait affaire avec les États-Unis. Baptiste, j'imagine que les États-Unis ne sont pas les seuls à se positionner sur l'exploitation des fonds marins. Non, évidemment. Alors, le Parlement norvégien s'est prononcé en faveur de l'ouverture de la prospection minière dans une vaste région maritime de l'Arctique. C'était en janvier 2024. Le gouvernement a identifié une vaste zone de 280 000 km² qui regorgerait de ces métaux. Une estimation officielle évalue ces ressources à 45 millions de tonnes de zinc et 38 millions de tonnes de cuivre. Pour le moment, le pays n'autorise pas directement l'exploitation, mais se contente d'accorder des permis d'exploration sous des conditions environnementales très strictes. Mais ça reste très symbolique. Et pourquoi c'est aussi symbolique ? Parce que la Norvège est très engagée pour la protection des océans et de la haute mer, mais à l'heure de la transition énergétique, ces nouvelles ressources pourraient préparer l'après-pétrole pour le pays. Personne ne voulait être le premier pays à autoriser cela, car ça donne évidemment une image négative, mais la Norvège l'a fait. Baptiste, on connaît la place de la Chine dans les minerais sur Terre. Quelle est sa position en ce qui concerne les océans ? Alors elle est très engagée pour le moment dans l'exploration. Elle a signé notamment un accord avec les îles Cook et s'est rapprochée des îles Kiribati pour l'exploration de leurs fonds marins. Ce micro-État détient des droits d'exploration minière en eau profonde sur une bande de 75 000 km² de l'océan Pacifique. Et on le sait, la Chine cherche à étendre son influence militaire, économique et diplomatique dans cette zone. Il existe 31 contrats d'exploration sur 15 ans, couvrant plus de 1,3 million de kilomètres carrés de fonds marins profonds à l'échelle mondiale. Sur ces 31 contrats, il y en a 5 rien que pour la Chine. Donc selon le Washington Post, si l'exploitation minière était finalement autorisée, le pays aurait ainsi le droit exclusif d'exploiter près de 240 000 km² de fonds marins internationaux, soit environ la taille du Royaume-Uni. Alors on peut aussi citer le Japon qui avance beaucoup sur le sujet. Donc, tu vois, ça intéresse beaucoup de monde, mais avec encore beaucoup de questions et donc avec des enjeux cruciaux. Et on va continuer de suivre ce dossier avec toi, Baptiste. Merci et à bientôt. À bientôt. Si le sujet vous intéresse, chers auditeurs, vous pouvez lire tous les articles de Baptiste Langlois et du service climat de l'Express sur notre site. Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Notre série continue demain, alors pour ne rien rater, pensez à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, comme Spotify, Castbox ou Apple Podcast. Un océan de business est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros avec Emeline Dulliot.